Bonsoir à tous. Lundi 18 juin, le début d'une nouvelle semaine d'information locale sur TV 78. Tout de suite, les titres de ce 7-8 journal. Le début du baccalauréat, plus de 15 000 candidats yvelinois ont planché ce matin sur l'épreuve de philosophie. Nous étions à Montigny-le-Bretonneux. Dans cette édition, interview également à la bibliothèque universitaire de Guyancourt qui ouvre ses portes aux lycéens pour les révisions. En ce jour de commémoration de l'appel du 18 juin, nous vous proposons un témoignage déporté pendant la Seconde Guerre mondiale. Francine Christophe va à la rencontre aujourd'hui des jeunes générations. Elle s'est rendue notamment au collège Champollion de Voisins-le-Bretonneux. Et puis en cette période de Coupe du Monde, nous parlerons de football, mais sous l'angle de la pratique féminine. À un an du mondial en France, où en est-on dans le département? Exemple au travers d'une équipe, le Plaisir Sporting Club. Son président, Georges Gomis, est notre invité. L'expérience peut-elle être trompeuse? Peut-on être insensible à l'art? Le désir est-il la marque de notre imperfection? Voici quelques-uns des sujets sur lesquels ont dû plancher pendant 4 heures les candidats au bac. Ils sont 15 417 dans les Yvelines, 315 ce matin à Montigny-le-Bretonneux à se mesurer à la traditionnelle épreuve de philosophie. Le récit avec Patrick Jacques de Dixmude et Nicolas Kirillovitz. Ce sont de vieilles habitudes répétées tous les ans. À seulement 15 minutes du début de l'épreuve de philosophie, il est temps de vérifier et distribuer les copies selon les filières. Vous pouvez y aller, merci. Les surveillants et enseignants sont eux dispatchés dans les classes. De leur côté, les élèves s'installent. À 8 heures précises, les épreuves écrites du baccalauréat 2018 commencent. Le lycée tout entier passe alors en mode examen. Je veux passer de salle en salle pour voir si tout se passe bien, voir les professeurs s'il n'y a pas de problème et essayer de rassurer tout le monde puisque c'est aussi une épreuve même pour les professeurs. Ce sont leurs élèves qui vont passer le baccalauréat, donc voilà, ils sont aussi un peu stressés, je pense. Général ou technologique, plus de 300 candidats ont passé leur première épreuve à Montigny-le-Bretonneux. Après plus de 3 heures de concentration et d'efforts, les premières réactions étaient plutôt contrastées. Franchement, je sais pas, philo. C'est vraiment une matière où on peut dire oui et après au final non, et donc l'inversement. Donc voilà, donc je sais pas. Je me suis débrouillé, je pense assez bien. Je pense que j'ai réussi et on attend de voir la suite. Le deuxième sujet, c'était sur la justice et j'étais pas du tout à l'aise. Moi, je voulais la vérité ou le désir et là, j'ai eu la chance de tomber sur le désir, donc j'étais très contente. C'était pas trop difficile, mais après, je pense pas avoir réussi tant que ça. Réussi ou loupé, les bacheliers n'ont plus le temps de méditer sur la philosophie. Demain matin, place à l'histoire-géographie. Si le baccalauréat a débuté, les révisions, elles, ne sont pas pour autant terminées avec de nouvelles épreuves au programme dès demain. Cette année encore, les lycéens ont la possibilité de potasser leurs cours à la bibliothèque universitaire de l'UVSQ. Le site de Guyancourt a lancé son dispositif bac depuis début juin. Entretien enregistré vendredi. Aurélie Ronce pour les images. Chantal Merle, bonjour. Bonjour. Vous êtes la responsable de la bibliothèque universitaire de l'Université Versailles-Saint-Quentin en Yvelines à Guyancourt. Depuis le lundi 4 juin, vous accueillez les lycéens dans leur révision pour le bac. Le dispositif s'appelle Réviser à la BU. BU, bien sûr, pour bibliothèque universitaire. On se dit des lycéens dans une BU, ce n'est pas forcément commun. Pourquoi les accueillir ? Nous les accueillons parce que ce sont des potentiels étudiants à la fin de leurs études secondaires et que la bibliothèque a pour mission d'accueillir tout public dans ces espaces pour se documenter, s'informer et participer à la réussite de ces études. On ne sait pas forcément, les lycéens peuvent venir ici toute l'année. Oui, la bibliothèque n'est pas sous contrôle d'accès, donc tout lycéen, tout étudiant et tout habitant de l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines peut venir. Bien sûr, le public principal, ce sont les étudiants qui, eux, sont obligatoirement inscrits à la bibliothèque. Les autres publics doivent s'inscrire à la bibliothèque s'ils veulent profiter de tous les services de la bibliothèque. Alors les lycéens sont actuellement en train de réviser derrière nous. Ils sont nombreux depuis le début du mois de juin. Vous faites cette opération depuis le lundi 4 juin. Est-ce qu'ils sont nombreux à venir ici ? Oui, cette opération remporte un franc succès puisque depuis lundi, donc ça fait à peu près 10 jours, nous avons enregistré et inscrit et accueilli plus de 1173 lycéens de tous les lycées des environs. Et vous disiez, c'est pas la première année en plus. C'est pas la première année. La bibliothèque est ouverte depuis 2004 et ça fait à peu près 5 ans qu'on a mis en place ce dispositif, puisque les lycéens viennent de façon naturelle réviser, puisqu'ils cherchent des endroits pour travailler. Mais c'est surtout, on a aussi nos propres étudiants
qui sont quelquefois un peu embêtés, gênés par les lycéens. Donc il faut arriver à faire cohabiter tous ces publics différents avec des objectifs différents. J'allais vous relancer là-dessus, pas de gros problèmes de cohabitation, il y a quand même quelques soucis, c'est ce que vous dites? Les étudiants se sentent vraiment chez eux et quelquefois quand les lycéens arrivent et qu'ils font un peu de bruit parce qu'ils viennent réviser en groupe, il faut trouver des moyens pour arriver à faire cohabiter ces publics et c'est pour ça qu'on a mis en place ce dispositif pour accueillir les lycéens, les acculturer à ces espaces et aussi garder des espaces un peu réservés pour les étudiants. Vous en parliez, il y a des avantages bien sûr à venir réviser ici pour le bac. C'est d'abord un cadre, on imagine, trouver de la tranquillité, un espace de travail idéal. Alors c'est aussi pour changer d'endroit, sortir de son lycée, grandir un peu, s'émanciper et commencer à découvrir un peu la vie d'adulte et d'étudiant. L'intérêt c'est qu'ici la bibliothèque, on a de grands espaces, on a plus de 1100 places assises et les lycéens se sentent très libres pour venir. C'est pour ça qu'on met en place ce dispositif et qu'on les met plutôt au rez-de-chaussée pour garder les espaces des étages plus tranquilles pour les étudiants. C'est ça, on est dans l'auditorium, c'est là qu'ils peuvent réviser? On n'est pas dans l'auditorium, on est au niveau du rez-de-chaussée. Et l'auditorium, c'est aussi un espace qu'on a aménagé pour que les lycéens puissent travailler un peu plus tranquillement, puisque vous voyez bien que cet espace résonne beaucoup et qu'on a aussi des soucis d'acoustique et d'aménagement d'un espace qu'on nous livre comme ça. Donc à nous d'arriver à trouver des arrangements pour que tout le monde puisse travailler le mieux possible et se concentrer pour la réussite de ces examens. On est dans un lieu qui s'adresse bien sûr en premier lieu à des étudiants. Est-ce que les lycéens peuvent trouver tout de même des ressources, des documents peut-être utiles dans leur révision ici? Alors, on n'a pas de collection spécialisée pour les lycéens. Ils peuvent éventuellement trouver des ressources par rapport surtout au bac français ou à la philosophie, puisqu'on a une collection littérature et philosophie, mais notre principale documentation est vraiment pour les étudiants. Alors, pour les lycéens qui viennent ici, n'ont pas forcément les us et coutumes d'une BU. Quand on vient dans cet environnement, il y a forcément des règles à respecter. Que faut-il faire? Ne faut-il pas faire quand on vient ici dans une bibliothèque universitaire? Alors, en principe, dans le règlement intérieur, on précise bien les usages d'une bibliothèque. Bien sûr, de ne pas trop parler fort et de ne pas manger ni boire. On voit bien et de travailler le plus en silence possible. Dans cette bibliothèque, on a mis en place un zonage d'espace pour des zones de travail en groupe, des zones de travail en silence et des zones de travail en chuchotant, parce qu'on se rend compte que les usages de travail évoluent beaucoup et que maintenant, tout étudiant ou tout lycéen ne fait plus que travailler en silence. Il travaille en groupe, il travaille en mangeant, il travaille en regardant sa page Facebook. Et quelquefois même, ils dorment dans la bibliothèque. Donc il faut arriver à concilier tous ces usages. Et donc, bien sûr, au moins respecter à minima le silence, la nourriture et les boissons, mais c'est pas toujours évident. Toute dernière chose, question très pratique, si on veut venir réviser ici, la BU accueillera les lycéens jusqu'au tout début des épreuves. Comment fait-on? Il faut s'inscrire au préalable? À l'entrée, on a quelqu'un qui accueille chaque lycéen et sur présentation de son livret de scolarité ou de sa carte de lycée, il est automatiquement inscrit et bien accueilli à la BU. Merci Chantal Merle. Je rappelle que vous êtes la responsable de la bibliothèque universitaire de l'UVSQ et on souhaite bon courage aux lycéens qui passent le bac. Merci. Et avec la grève des cheminots ce lundi à la SNCF, pas facile pour les candidats de se rendre sur leur centre d'examen. Afin d'éviter les mauvaises surprises, la SNCF active un dispositif spécial pendant toute la durée du baccalauréat. Des trains stratégiques garantis le matin, des informations renforcées la veille au soir des examens, quelques bus de substitution et 3000 personnes dans 200 gares de France pour orienter les lycéens. En cas de grande perturbation, les rectorats et centres d'examen seront avertis directement par la SNCF. Un discours emblématique prononcé le 18 juin 1940 sur les ondes de la BBC. L'appel du général de Gaulle incitait les Français à poursuivre le combat face à l'Allemagne nazie qui allait occuper le territoire national. Aujourd'hui, la ville de Bois d'Arcy a commémoré le 78e anniversaire de cet événement. Une cérémonie devant l'hôtel de ville en présence d'habitants et d'associations d'anciens combattants. Un devoir de mémoire nécessaire pour le maire, interrogé par Patrick Jacques de Dixmude. Commémorer l'appel du général de Gaulle chaque année est d'une terrible modernité. D'abord parce que ce discours est magnifique, c'est un appel au sursaut, c'est un appel à la résistance, c'est un appel à l'honneur de la France. Et je trouve qu'aujourd'hui, nous avons besoin de ces appels-là, de ces appels à ce qu'est la France de toujours, la France, notre histoire, notre héritage. Et ce discours est aussi un exemple et un exemple à suivre.
Elle a été déportée enfant dans un camp de concentration pendant la Seconde Guerre mondiale. Francine Christophe offre aujourd'hui son témoignage aux jeunes générations. L'Yvelinoise était mardi dernier au collège Champollion de Voisins-le-Bretonneux à la rencontre des classes de 3e. Un moment d'échange et d'émotion suivi par Camille Lambert. Attention, certaines images peuvent heurter la sensibilité des plus jeunes. Cette étoile, c'est celle que Francine Christophe portait quand elle avait 8 ans pour aller à l'école. En 1944, elle est déportée avec sa mère dans le camp de concentration Bergen-Belsen en Allemagne. Libérée en 1945 par les troupes russes, elle raconte aujourd'hui son histoire et sensibilise les plus jeunes. Je dois le faire parce qu'il ne faut pas oublier et parce que, comme je leur explique, ça peut revenir. Donc il faut les mettre en garde. C'est pour ça que maintenant j'apporte des photos dans les écoles pour que, comment croire ? Si je leur dis il y avait des morts partout, madame, ça veut dire quoi, il y avait des morts partout? Oui, il y avait des morts partout. Si je leur montre des photos où il y a des morts partout, ils comprendront. Des images parfois difficiles à regarder, mais indispensables. Les élèves de 3e du collège Champollion ont pu poser toutes leurs questions sans tabou. Moi, c'était surtout les conditions du camp, l'histoire qui se passait là-bas. Comment est-ce que ça se passait? Plus de détails. Quand on entend le nombre de victimes, qu'elle évoque ce qu'elle a vécu, mais nous on voit ça en fait dans nos manuels en images, quoi, on réalise pas. Alors quand c'est elle qui parle de vive voix, on réalise, non, c'est impressionnant. On avait l'idée avec les collègues d'histoire géo et de français de faire un travail sur le devoir de mémoire, sur la transmission des souvenirs. Ça permet de voir que c'est pas juste des photos figées, c'est pas juste ce qu'un professeur raconte parce qu'il est payé pour ça, mais bel et bien quelque chose qui a existé. Un échange riche avec un message. Mon message, c'est de leur dire que, en dépit de tout, la vie est belle. 12,9 millions de téléspectateurs samedi pour le premier match des Bleus face à l'Australie. Le score 2-1, une entrée dans la Coupe du Monde, suivie également depuis Saint-Quentin en Yvelines. Plusieurs supporters ont regardé la rencontre entre amis dans un bar du territoire. Retour avec Nicolas Dandry et Touki Nirilanto. Le but salvateur après l'angoisse. Dans ce bar, affluence pour le match France-Australie. Outre les Yvelinois, certains supporters viennent d'ailleurs, à l'image d'Ambroise, venu de Pontoise. C'est un pote qui m'a amené ici. Et je connais ce bar et il est très bien. Cris, acclamations, les clients sont tendus. Un pénalty pour la France. Les mines sont rassurées. Une joie de courte durée. La main de Umtiti mène à un pénalty pour l'Australie. Égalité avec la France. Le doute s'installe. Un moment propice pour reprendre des forces. À la 80e minute, peut-être la délivrance. Second but pour les Bleus. 16 minutes de la fin, moment de tension sur le terrain, comme au bar. Au coup de sifflet final, quelques applaudissements pour un match poussif. C'est l'inquiétude sur les capacités de la bande à Deschamps. C'était pas très bien, Pogba était pas très bon, mais bon, on a kiffé quand même le but. La France a gagné sur un 2-1 et c'est un bon début. Je pense que ça va être bon pour leur morale pour la suite. Ils étaient moins performants que les deux premiers matchs de préparation. Ça ressemblait plus au match avec les US. En attendant, doute ou non, la diffusion de matchs des Bleus reste une aubaine pour les restaurateurs. C'était prévu qu'on n'ouvre pas à la base parce que il y a d'autres établissements dans les environs et que nous à la base le samedi midi on est fermé et on s'était dit qu'au dernier moment avec certains retours qu'on avait eus que des clients voulaient qu'on ouvre, donc on a ouvert pour eux et pour la France on va dire donc. Ça, très bonne surprise, en plus victoire de la France donc que du bonheur. Prochain rendez-vous pour les supporters, le 21 juin, la France affrontera le Pérou. On continue de parler football justement avec Georges Gomis. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président du Plaisir Sporting Club. C'est un club 100% féminin du département. Alors avant d'en parler, débriefons ensemble déjà ce week-end de Coupe du Monde. Le match de l'équipe de France, 2-1 face à l'Australie. La victoire est là, Georges, mais la manière non. Qu'avez-vous pensé de ce match ? Déjà, on est très content d'avoir les 3 points déjà par rapport au contenu du match. Le contenu du match, c'était un match poussif où les garçons ont eu du mal à rentrer dans la partie. Mais avoir les 3 points, c'est une bonne chose. Mais comme je l'ai dit lors d'une émission, en jouant un petit peu mieux,
on aura peut-être beaucoup plus de chances d'avancer on aura plus de repères pour la suite. Mais là, c'était aussi des jeunes joueurs. Oui. Cette équipe, elle a été alignée. Ce trio, il n'a pas été aligné très souvent. Griezmann, Mbappé et Dembélé. Voilà, ils n'ont pas été souvent alignés, donc les automatismes là-dedans. Bon, c'est des jeunes joueurs, ils ont peut-être été inhibés par la pression. Et puis après, quand vous avez un garçon comme Giroud devant vous, on peut appeler ça un pivot, on peut appeler ça une pointe, on peut appeler ce qu'on veut, mais c'est quand même quelqu'un qui est là, qui vous permet de garder des ballons, qui vous permet d'avancer. Donc la manière peut venir encore. L'essentiel, c'était pour ce premier match de réussir son entrée en coupe. Voilà. L'entrée en coupe, on a vu les professionnels de la Coupe du Monde, une équipe comme l'Allemagne, se faire battre par des généreux Mexicains. Des favoris qui ont surpris qui ont fait dans le mauvais sens. Partie, donc Cocorico, vive le premier match et vive les 3 points. Du coup, pas d'inquiétude pour la suite de la compétition. Vous pensez que la manière peut arriver? Il faut trouver une identité de jeu, mais vous n'êtes pas inquiet pour la suite de la compétition? On a un sélectionneur qui est là, qui a de l'expérience, qui a un vécu, qui connaît les gars, qui a dû aussi s'apercevoir des problèmes que l'équipe de France rencontre, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que l'équipe de France, on n'a pas une réelle identité de jeu. On a des très bons joueurs, on a des bons milieux de terrain, on a des bons attaquants, on a des défenseurs centraux qui jouent dans les plus gros clubs. Barcelone et Varane jouent à Madrid et Umtiti à Barcelone. Et qui peuvent faire des erreurs de débutants, notamment cette main, ce mauvais réflexe. Oui, mais bon, après, le ballon, en fin de compte, il a perdu le ballon de vue par rapport au centre et à la trajectoire. Lui qui est gaucher, il devait être mal positionné, donc du coup, n'ayant pas vu le ballon, il savait aussi que le ballon était sur cette trajectoire. On parle bien sûr de Samuel Umtiti, qui s'est rendu coupable d'une faute de main à la surface. Je pense que c'est son placement. À un moment, il a dû perdre le ballon de vue. Et le réflexe qu'il a eu, c'est de mettre la main parce qu'il sentait qu'il y avait un adversaire derrière. Alors, une France décevante, vous l'avez dit, et également des favoris qui ont du mal à rentrer dans cette compétition. L'Argentine qui a buté face à l'Islande, le Brésil qui hier a fait match nul face à la Suisse, le champion du monde en titre, l'Allemagne, qui a perdu contre le Mexique. Est-ce que, d'après vous, les favoris de ce mondial sont en péril? Ou finalement, c'est qu'une entrée en matière, il faut attendre les prochains matchs? Ah, ils ne sont pas en péril, mais maintenant le niveau se resserre, il n'y a plus de petites équipes. Et, on trouve des très bons joueurs, j'ai souvent dit, des très bons joueurs dans tous les continents et dans tous les pays. Maintenant, comme je dis, ceux qui vont vouloir gérer l'Italie, elle a voulu gérer, elle n'est pas venue à la Coupe du Monde. Donc maintenant, c'est fini ça. Il va falloir, maintenant, le football veut que... et puis tant mieux pour les spectateurs, il faut quand même démontrer quelque chose, de l'élan, du plaisir, de la qualité technique, des actions, des jolies actions, du mouvement. Voilà. Mais maintenant, si on vient pour gagner d'une manière dans la gestion, type Brésil, on a vu hier. Alors, je rappelle que vous êtes, Georges Gomis, le président du Plaisir Sporting Club. C'est un club 100% féminin. Alors, c'est l'occasion de faire un petit point avec vous sur le développement du football dans le département. Un exemple déjà, au travers de votre club, ça fait 2 ans qu'il a été créé. Quel bilan vous tirez? Est-ce que le club est dans une progression? Est-ce qu'il a attiré des joueuses? Au niveau des licenciés, cette année, on a quand même enregistré 52 licences. Donc, on a pu faire une équipe U13 qu'on va encore améliorer l'année prochaine. Vous avez combien d'équipes aujourd'hui? On a 3 équipes. Mais bon, après, aujourd'hui, il va falloir peut-être réfléchir à la manière d'orienter notre politique sportive. Parce que aujourd'hui, sur Plaisir, on est 2 clubs déjà. On est 2 clubs plus le FOP qui a pas de féminine, un 3e club. Peut-être des discussions avec d'autres clubs. Moi aujourd'hui, je suis dans une on a un club quand même, nous, convivial, où les enfants
ont eu accès à pas mal de choses. Et je voudrais quand même avec une licence pas chère, une licence à 150 €, ils ont eu 2 ballons de foot, ils ont eu pas mal de choses, des sorties au cinéma, pas mal d'activités autour. Bon, moi, le sport, je le conçois aussi avec du plaisir. Une dernière question très rapidement. Chez nos confrères de la Gazette en Yvelines, le président du district du football indiquait qu'il y avait environ 20% de licenciés féminines en plus chaque année dans le département. Vous le dites, vous ressentez cette progression au sein de votre club. Est-ce que des événements tels que la Coupe du Monde féminine, qui sera dans 1 an en France, est-ce que forcément on l'attend avec impatience quand on est à la tête d'un club féminin? Est-ce que ça peut être positif? On l'attend. Moi, je l'attends surtout pour l'ensemble des filles, de la France, quoi. Oui. Parce que le football français, football féminin français est très bon. On gagne la Ligue des Champions. Pas mal de fois. Donc là, aujourd'hui, je pense que il faut arrêter de dire que on va. Non, il faut faire les choses pour les filles. Aujourd'hui, il faut développer le football féminin, donner les moyens aux filles, les encadrer, les aider aussi à progresser. Moi, je comprends pas aujourd'hui en senior. Très rapidement, s'il vous plaît. Je ne comprends pas en senior aujourd'hui. Il y a des clubs qui jouent en basse division. Et, les joueurs ont des aides, alors que les filles, elles ont jamais rien. Elles sont là, elles sont livrées à elles-mêmes, elles payent leur essence. Il faut les aider. Il faut les aider parce que elles sont vraiment méritantes, quoi. Toutes les filles qui jouent au football sont méritantes, comme tous les garçons. Mais là, aujourd'hui, eux, dans leur pratique, ils sont qu'au début des choses. Et là, il faut les aider à aller vers l'avant. Voilà. À suivre. Donc, merci Georges Gomis d'avoir été avec nous, président du Plaisir Sporting Club. Et on peut retrouver l'actualité de votre club sur son site internet qui s'affiche en bas de l'écran. Du football encore, le stade Guy Boniface à Élancourt a accueilli vendredi dernier des rencontres départementales. C'était dans le cadre du dispositif Foot à l'école. Durant toute l'année scolaire, 300 élèves yvelinois du C1 au CM2 ont pu découvrir l'activité, un projet pédagogique qui a mis également l'accent sur le rôle de supporter. Patrick Jacques de Dixmude et Aurélie Ronze. Après une année de découverte de l'activité football, ces élèves, issus d'une quarantaine d'écoles du département, s'affrontent sur ce terrain du stade Guy Boniface à Élancourt. Même si chaque équipe porte les couleurs d'un pays, il n'y a pas d'enjeu dans ces matchs, seulement des moments de plaisir et de convivialité. L'UCEP, la Fédération française de football et l'Éducation nationale qui se sont concertés pour établir un contenu qui est disponible pour les enseignants sur un site internet dédié qui s'appelle foutalécole.fff.fr, qui leur permet d'avoir tout le contenu pédagogique pour mettre en place les différentes séances d'un cycle qui fait 7 séances pour faire découvrir la pratique aux enfants sous forme de jeux et d'ateliers techniques. Cette année, près de 300 élèves du CE1 au CM2 ont participé à ce dispositif dont l'objectif est avant tout pédagogique. Montrer que le football est aussi a des valeurs qui sont éducative et qu'on peut avoir tout un travail sur le fair play, notamment par rapport au football et les actions qui sont autour de ça. Tous les matchs étaient arbitrés par des élèves issus des sections sportives des collèges du territoire. Il y en a quelques-uns, des fois ils se rebellent, mais ça va sinon. Là, comme ils sont plus petits, je vais faire plus attention aux petites fautes pour pas qu'ils se blessent. Cette année, le dispositif Foot à l'école comprenait aussi un volet culturel ayant pour thème tous supporters de l'équipe de France pour la Coupe du Monde. Allez la France! J-102 avant la Ryder Cup à Saint-Quentin en Yvelines. Les habitants ont pu s'entraîner pendant tout le week-end à la Golf Experience. C'était ce samedi donc à Montigny-le-Bretonneux. Le rendez-vous proposait au grand public de découvrir la discipline et d'approcher le trophée de la compétition. Reportage de Mickaël Elmidoro et Nicolas Dandry. Alors, vous avez vu, vous avez arrêté votre club, vous l'avez arrêté après la frappe. Non, laissez-le partir. Le geste n'est pas encore parfait. Jacobs Larry est venu découvrir ce samedi 16 juin les bases du golf à Montigny-le-Bretonneux pendant la Golf Experience. Une première pour cet Igny-Montain. C'est plus simple quand on regarde à la télé et on se dit que c'est plutôt facile. Mais en fait, c'est assez technique. D'une part, c'est la position, c'est le fait donc de viser juste, pas taper trop fort.
Comme Jacobs, ils sont plusieurs milliers à être venus découvrir le monde de la petite balle blanche sur le quai François Truffaut. Putting surdimensionné, practice sur l'eau, tous ont pu s'essayer au golf de façon ludique. Là c'était dur aussi parce qu'il fallait faire des tirs, il fallait bien viser. Ça a l'air de bien lui plaire, quoi. Après peut-être que ça va faire un futur Tiger One, mais bon, je sais pas, on verra. En parallèle, l'événement organisé par Saint-Quentin en Yvelines avait également pour objectif de faire découvrir la Ryder Cup au grand public. L'épreuve sera organisée du 28 au 30 septembre au Golf National et devrait être suivie par plus de 750 millions de téléspectateurs. Alors les gens évidemment sont de plus en plus au courant qu'il y a la Ryder Cup dans 100 jours, donc on est très fiers, ça veut dire que notre travail de sensibilisation a fonctionné, mais il y en a encore qui découvrent, et qui découvrent même le golf. Après la Golf Experience, le quai François Truffaut de Montigny-le-Bretonneux se transformera fin septembre en une gigantesque fan zone pendant la Ryder Cup. Les matchs seront diffusés gratuitement pendant l'épreuve. On referme ce journal sur ces images. Samedi, la Verrière organisait la fête de juin sur la pelouse du Scarabée. Une après-midi d'animation avec les associations de la ville, manège, initiation boxe, bubble foot et nombreux spectacles. La journée s'est terminée par un concert bal. Les objectifs des festivités au micro de Nicolas Dandry. Le vivre ensemble, passer un bon moment, rassembler tous les quartiers parce que c'est une des fêtes qui effectivement permet aux 3 quartiers de se rassembler, de se mélanger, dans la bonne humeur, vous voyez c'est tranquille, c'est bon enfant, c'est familial. Donc l'idée c'est de passer un bon moment ensemble, quel que soit l'endroit de la ville où on habite. C'est la fin de ce journal. Dans quelques minutes, retrouvez le 7-8 Sport présenté par Mickaël Elmidoro. Très bonne soirée sur TV78.